Bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et voici les titres. Le président Ouattara l'avait annoncé, c'est fait. Il y aura un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. L'équipe en place a été dissoute. Le Premier ministre Amadou Coulibaly a la lourde tâche de former un gouvernement de coalition sur fond de tensions politiques. Ils seront 24 candidats au Mali à battre campagne en vue de la présidentielle du 29 juillet. Les candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle. Précision de Christelle Pire à suivre. Et puis c'est l'image qu'on retiendra d'Emmanuel Macron au Nigeria. Un président dansant, ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir ça. Une visite sans complexe et sans barrière. Durant ces 2 jours à Lagos, le président de la République a voulu montrer son intérêt pour l'Afrique anglophone. En Côte d'Ivoire, un nouveau gouvernement est en préparation. Alassane Ouattara a dissous l'équipe en place mais a reconduit le Premier ministre Amadou Coulibaly. Il est donc chargé de former une nouvelle équipe sur fond de tensions au sein de la coalition au pouvoir. Et ce qui cristallise ces tensions, c'est en filigrane la présidentielle de 2020 à Abidjan, les précisions de Thaïs Brook. La pression montait, la rumeur enflait, c'est finalement arrivé. À 2 ans de la présidentielle, le paysage politique ivoirien est en train de muer et la coalition gouvernementale, composée essentiellement du RDR d'Alassane Ouattara et du PDCI d'Henri Konan Bédié, est en train d'être remise en question. En effet, la fusion des partis de la coalition au pouvoir en un parti unique est un projet cher au président Alassane Ouattara, mais le PDCI a décidé de conserver son indépendance, en tout cas jusqu'à la présidentielle de 2020. Alors le chef de l'État a décidé de procéder à un remaniement. Ça a été annoncé ce mercredi matin à la présidence. Il a confié à son Premier ministre, qui a été reconduit dans ses fonctions, de composer un nouveau gouvernement qui sera composé uniquement de ministres en faveur du parti unifié. Mais au final, la composition de ce gouvernement pourrait ne changer qu'à la marge. Bon, quand on voit la disposition des ministres du PDCI qui sont le gouvernement, c'est pratiquement 80-90%, sinon 100% qui sont pour le parti unifié. Donc ils pourraient tous être reconduits, mais ici la pression sur ceux qui travaillent maintenant pour le RHDP. S'il devrait y avoir une hiérarchie des normes, le RHDP prime sur le PDCI. Donc s'il y a un conflit d'intérêts, ces ministres devraient plutôt travailler pour l'intérêt du RHDP au détriment du PDCI. Maintenant, comment va réagir le PDCI? Est-ce que le PDCI va laisser ses ministres partir au RHDP et perdre tous ses cadres, ou alors le PDCI va essayer de les sanctionner? On verra bien. Le chef de l'État met ainsi la pression sur les membres du PDCI et leur demande de choisir en quelque sorte. En parallèle, le nouveau gouvernement devrait accueillir en son sein des personnalités issues des plus petits partis de la coalition au pouvoir. On peut notamment citer le MFA, l'UPDCI ou encore le Parti des travailleurs. Au Mali, ils seront 24 à briguer l'investiture suprême. Le scrutin présidentiel se tient le 29 juillet. La Cour constitutionnelle a donc validé les candidatures. 6 candidats ont vu leur dossier rejeté. Début officiel de la campagne électorale ce samedi. Christelle Pire à Bamako nous donne les précisions. Sur les 30 candidatures reçues par la Cour constitutionnelle du Mali, 24 ont été validées. Les autres ne respectaient pas le paiement de caution de 25 millions de francs CFA ou encore le nombre de parrainages exigés. Alors, 24 candidats à l'élection présidentielle, c'est 3 de moins qu'en 2013, lors du dernier scrutin. Parmi eux, il n'y a qu'une seule femme, Djeneba Ndiaye. Le favori, c'est bien sûr Ibrahim Boubacar Keïta, le président qui brigue un second mandat avec derrière lui le RPM, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Son principal challenger, ce sera Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition et président du parti de l'URD. D'autres candidats pourraient jouer un rôle clé dans ce scrutin, notamment en termes de report de voix en cas de second tour. Par exemple, Dramane Dembélé, issu du parti historique de l'ADEMA, il avait été 3e lors de la dernière élection en 2013. Ou encore Cheikh Modibo Diarra du RPDM, un ancien Premier ministre à qui s'est rallié un autre ancien Premier ministre, Moussa Mara. La campagne officielle commence samedi. Les 24 candidats auront alors 3 semaines pour convaincre les électeurs maliens. Emmanuel Macron a conclu sa visite au Nigeria en rencontrant à Lagos de jeunes entrepreneurs, une façon de montrer que la France s'intéresse davantage aux pays de l'Afrique anglophone. Juste avant, le président a tombé la veste au Shrine, la salle de concert de Fela Kuti. Ambiance et retour sur cette visite avec Nicolas Germain. C'est la première fois qu'un président français se rendait à Lagos, la plus grande ville du pays le plus peuplé d'Afrique. Au cours de la 2e journée de sa visite, Emmanuel Macron a rencontré 300 jeunes entrepreneurs et inauguré l'Alliance française de la mégapole. Le but est de développer la francophonie dans cette nation anglophone entourée de pays où l'on parle le français.
Emmanuel Macron a aussi lancé à Lagos l'organisation de la saison des cultures africaines qui se tiendra en France en 2020. Il a défini son objectif lors d'un entretien diffusé sur RFI et France 24. Ça, ce sera pour moi d'abord la première conversion du regard, celle de la France qui regarde l'Afrique différemment, qui ne la regarde pas comme une terre d'inquiétude, de migration, de terrorisme, si on se dit les choses, mais une terre de vitalité extraordinaire, de culture qui porte un message politique et un imaginaire qui lui est propre. En venant au Nigeria, Emmanuel Macron veut montrer qu'il ne s'intéresse pas seulement à l'Afrique francophone, comme certains de ses prédécesseurs. Il affirme aussi que la France-Afrique est terminée. Le fil rouge de ma politique en Afrique, c'est d'aider, mais de ne jamais décider pour. De parfois avoir un discours de vérité sur ce qu'on fait de bien et de mal les uns les autres. C'est à la France de soutenir quand elle estime que les bonnes décisions sont prises. Et donc il faut savoir parfois lire mes silences. Toujours dans l'idée de rupture avec la France-Afrique, Emmanuel Macron s'était rendu mardi soir dans le Shrine, la salle de concert mythique de l'icône contestataire Fela Kuti. Mais ce déplacement au Nigeria n'est pas seulement culturel. Paris sait aussi que le pays est un géant économique, qui représente par exemple plus de 10% de la production du groupe pétrolier français Total. Jean-Pierre Bemba, de nouveau devant la Cour pénale internationale, condamné pour subordination de témoins. Il devait ce mercredi être fixé sur la durée de sa peine. Les juges rendront leur décision dans plusieurs semaines et le procureur a requis 5 ans de prison. Mais l'audition a tourné au procès de son acquittement survenu le mois dernier. L'accusation affirme que cet acquittement est fondé sur des éléments biaisés. Un mercredi, ville morte à Conakry. L'appel à la grève générale lancé par les principaux syndicats a été largement suivi. Ils protestent contre une hausse de 25% du prix du carburant à la pompe. Le secteur des transports était le plus touché par cette grève. Oui, la classe ouvrière voit son pouvoir d'achat sérieusement menacé. Et cette grève va se poursuivre jusqu'au vendredi. Et si jusqu'au vendredi, le gouvernement ne fait pas de rétropédalage, ne comprend pas la voix du peuple, n'écoute pas la voix du peuple, l'intercentrale sera obligée de déclencher une grève générale. À Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh règne sans partage depuis près de 20 ans, ce qui pousse bon nombre d'opposants à fuir ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Certains partis se reconstituent à l'étranger et notamment en Belgique. Mais à Bruxelles, cette opposition se déchire. Des faits de violence sont même rapportés, ce qui freine les actions pour une transition démocratique. Voyez ce reportage à Bruxelles d'Alix Le Bourdon. La liberté d'expression à Djibouti est bafouée. Les arrestations arbitraires se multiplient. Dénoncer le pouvoir en place depuis 18 ans à Djibouti, c'est le thème récurrent des réunions de ce mouvement de jeunes opposants en exil en Belgique. Mais aujourd'hui, un autre sujet les préoccupe. Il y a 18 mois, à la sortie d'un rassemblement comme celui-ci, Liban s'est fait arracher les yeux en pleine rue à Bruxelles. Cette jeunesse djiboutienne qui est là devant vous, sont une jeunesse qui est menacée constamment, non seulement à Djibouti, mais ici en pleine capitale européenne. Le jeune homme est aujourd'hui aveugle et dénonce un crime politique. Il accuse un autre parti djiboutien d'opposition établi en Belgique, le MRD. L'affaire est en attente de jugement, mais pour le président, son parti n'a rien à voir avec ces faits. Pourquoi nous en prendrions-nous à un jeune djiboutien? Ça n'a pas de sens. Ce qui est vrai, c'est que le régime et quelques autres qui font le jeu du régime ont essayé d'instrumentaliser cette affaire pour salir le MRD. De fortes tensions, à l'image d'une opposition djiboutienne morcelée, dont le MRD et le MJO Europe ne représentent qu'une partie. L'opposition djiboutienne est incapable de s'unir autour d'un projet commun. On n'a même pas pensé qui va régner demain dans notre pays. Est-ce que le pays va se diviser, vu que aussi il y a des tensions dans les pays à côté, la Somalie en guerre, l'Éthiopie qui a elle aussi des problèmes politiques actuellement, l'Érythrée sous une dictature. Il y a 4 ans, l'opposition était parvenue à se rassembler, ce qui avait suscité l'espoir de nombreux Djiboutiens. Mais depuis, cette union a volé en éclats. En 2016, le président Ismaïl Omar Guelleh a été réélu pour un 4e mandat, avec plus de 86% des voix. Direction Madagascar pour terminer sur la côte ouest, précisément où se trouvent les plus grandes étendues de mangroves de l'île. Elles abritent des poissons, des crabes, des crevettes, principale source de revenus des habitants de la région. Mais cet équilibre est désormais menacé par la déforestation. Voyez ce reportage.
Dans la famille de Mam, on est pêcheur de crabes de génération en génération. Un travail qui rapporte avec 300 000 ariars en moyenne par mois, soit près de 80 €. Mam gagne le double du salaire minimum à Madagascar, mais aujourd'hui, son activité est menacée. Avant, il y avait beaucoup de crabes par ici, mais il y en a moins maintenant. À mon avis, c'est à cause du changement climatique. Autrefois, la mer était très loin, mais aujourd'hui, elle se rapproche de plus en plus. Changement climatique, mais aussi déforestation. Pendant 5 ans, Mam a pratiqué la coupe illégale du bois de mangrove qui sert d'habitat aux crabes et aux poissons. Pendant la haute saison, c'est facile d'attraper des crabes, mais pendant la basse saison, c'est très difficile. Alors il fallait trouver une autre source de revenus. En dehors du village, il y a des gens qui achètent du bois de mangrove pour construire des maisons. À l'époque, je coupais le bois pour le revendre à ces gens. La mangrove est surtout utilisée dans la construction de cases ou comme bois de chauffe. Ici, les palétuviers ont été totalement détruits. Cette déforestation peut avoir de graves conséquences sur l'environnement. Ça favorise l'érosion de cet endroit parce qu'il n'y a plus de mangroves et ça favorise aussi la montée des eaux de la mer à l'intérieur de terre parce qu'il n'y a plus de barrières. Les mangroves ont un rôle de barrière contre l'érosion, contre les vents forts, comme les cyclones. Mam a totalement arrêté la coupe illégale. Aujourd'hui, avec d'autres villageois, ils reboisent. Dans cette région, 340 hectares de mangroves ont été replantés au cours des 6 dernières années. Et c'est la fin de cette édition africaine. Restez sur France 24, l'info continue. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois une figure majeure de la peinture française, Gérard Garouste. Il expose en ce moment à la galerie Templon, au musée de la chasse et de la nature, à l'école des Beaux-Arts également, que nous visiterons ensemble. Et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec un autre peintre, Olivier Masmonteil. Je note que votre pendu regarde le monde à l'envers. Un peu comme vous, non? Un peu comme moi. Ouais, c'est ça. Ne ratez pas le Paris des Arts de Gérard Garouste sur France 24 et France24.com.